Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Et voilà, on y est. Bienvenue dans le 100e épisode du podcast. Je n'avais rien de prévu de spécial, puis finalement je me suis dit que c'était trop bête de ne pas marquer le coup, et j'ai soudainement senti l'envie de faire quelque chose de particulier. Alors j'ai eu l'idée d'inviter Astrid, avec qui je parle depuis si longtemps sur les réseaux sociaux, et dont je me reconnais si souvent dans ses mots quand elle parle d'émigration. Dans cet échange en sa compagnie, nous avons parlé sans filtre des hauts et des bas, des belles vitrines des personnes expats sur Insta, de ce qui se joue finalement quand l'euphorie du début redescend et que l'hiver est interminable, et ce que cela fait quand on devient à notre tour l'étranger. Ensemble, on remet finalement à sa place le fait qu'on a beau habiter dans un autre pays que le nôtre, le quotidien reprend vite et que ce n'est pas que du beau, que de la joie et des vacances 365 jours par an. Ce sont aussi des moments de doute, de solitude et parfois même de tristesse qui nous envahissent. J'espère que cet échange aidera aussi des personnes qui ont ressenti tout ce mélange d'émotions contradictoires à leur arrivée et qui ne s'attendaient pas à avoir ces sentiments-là. Je pense sincèrement que cette discussion peut aussi aider toutes les personnes qui s'apprêtent à sauter le cap de quitter leur pays natal pour se préparer psychologiquement à ce tourbillon de bonheur. Cette discussion est finalement sans prise de tête et surtout sans filtre sur ce qu'on vit. Et je suis ravie de le faire en compagnie d'Astrid, qui habite depuis 8 ans au Canada, et d'en découvrir davantage sur sa vision et son parcours d'immigré à Toronto. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Astrid. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci, depuis le temps. Je suis contente d'être là. Alors, je suis super contente aussi de discuter avec toi aujourd'hui, surtout que là, c'est quand même un épisode hyper spécial. C'est le 100e du podcast. Ça va bientôt faire 3 ans que j'ai créé ce podcast. Et je suis super heureuse du coup de marquer le coup donc avec toi. Mais félicitations, c'est beau 3 ans, hein. Ah ouais, c'est dingue. Eh ben écoute, on va peut-être commencer par ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire te demander de te présenter pour les auditeurs. Donc nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens en France, et puis ce que tu fais dans la vie en 2-3 mots. Alors je m'appelle Astrid, je suis ardéchoise, je viens d'un petit village en Ardèche. J'y ai passé 26 ans de ma vie, parce que j'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai déménagé à Toronto en 2014, donc ça a fait 8 ans cet été. C'est incroyable, j'ai beaucoup de mal à croire que ça fait 8 ans déjà. J'ai l'impression que c'est plus la même personne, en fait, on en parlera, mais qui est partie en 2014, qui a fermé ses valises pour partir 1 an au Canada. Aujourd'hui, c'est chez moi, hein. Toronto, c'est chez moi. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je suis blogueuse. Donc je sais même plus si c'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure sur les réseaux sociaux. J'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram où je partage mon expérience en tant qu'immigré francophone au Canada, en particulier en Ontario et à Toronto. C'était à l'époque, quand je suis arrivée, il y avait très peu de personnes qui partageaient, voire pas du tout en fait, qui partageaient leur expérience en français en ligne. Et à côté de ça, je travaille en freelance, je travaille aussi avec une agence. Enfin, j'ai vraiment plusieurs casquettes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas la connexion qu'on a ensemble, c'est grâce aux réseaux sociaux. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'origine de ta passion du voyage. Comment ça t'est venu toi ? Bah alors moi c'est vraiment intéressant parce que j'ai pas été du tout habituée à voyager. Vraiment, mes parents n'ont pas voyagé, ils nous ont pas fait voyager quand on était petits. On va dire le seul lien que j'avais vraiment avec le voyage, c'est que mon oncle habite aux États-Unis depuis que je suis toute petite. Donc depuis toute petite, je sais que à Noël il va venir, que
j'ai mes cousins qui sont là-bas, et le seul en fait rapport, parce qu'il faut quand même remettre ça dans le contexte que j'ai grandi dans les années 90, sans Instagram, sans internet, la seule connexion que j'avais avec ça, c'était les séries, les films, et donc ça me faisait un petit peu rêver de voir ce qui se passait là-bas. Et en fait, vraiment ce que j'avais envie de faire à la base, c'était de partir étudier 1 an dans un lycée aux États-Unis. Je pense je suis pas la seule à avoir un peu rêvé. T'inquiète, moi aussi. Oui, j'en parlais encore hier avec mon copain, qui donc lui a grandi au Canada, et on voyait une série américaine, et il me disait mais vous avez pas les petites vestes comme ça dans les lycées, ou vous avez pas les casiers? Je lui dis non, je lui dis mais c'est ça qui nous faisait rêver en fait. C'était pas forcément aller à l'école aux États-Unis, c'était d'avoir un casier où on pouvait mettre des photos à l'intérieur. C'est ça. Et lui, du coup, ça doit bien te faire rire, j'imagine. Ah oui, mais là on revient justement, on est revenu il y a 2 jours de France, c'est un choc culturel à tous les niveaux, et c'est hyper intéressant parce que donc ma famille parle un petit peu anglais, lui il apprend le français, donc on arrive à avoir tous quand même des conversations ensemble, et de voir en fait son regard sur notre pays et sur notre culture. Ah, ça va être génial. Mais c'est tellement drôle, j'ai pas encore eu le temps de regarder tout ce qu'on a filmé pour les vlogs, il va falloir que je commence à éditer, et j'ai hâte parce que j'adore capturer. L'année dernière, j'avais capturé tout notre séjour pour les vlogs, et c'est des beaux souvenirs, mais c'est aussi hyper intéressant de pouvoir partager avec d'autres personnes ce que c'est dans une relation multiculturelle. On n'a pas la même langue, on n'a pas la même culture, on n'est pas nés dans le même pays, parce qu'on n'est pas nés au Canada tous les deux, et on s'est rencontrés ici. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est très divertissant aussi. Il y a de quoi faire une belle étude sociétale. Oui, complètement. Bon, on a hâte de voir les vlogs en tout cas. Je vais m'y mettre. Donc du coup, passion du voyage, oui, donc c'était les séries, les films, enfin la culture américaine, tout ce qui est importé en France, quoi. En fait, c'est T'en ça. rêvais, sans l'avoir vraiment fait. Voilà, c'est ce que je voyais à la télé, mais ça n'a pas été poussé par exemple, un cadre familial, ou c'était vraiment, de toute façon, encore aujourd'hui, on m'a dit, est-ce que ta famille, ils viendraient au Canada? Est-ce que ça les intéresserait? Je dis non, c'est vraiment moi qui voulais partir, qui partais déjà que pour 1 an à la base, hein, j'avais pas du tout prévu de rester aussi longtemps, mais je suis la seule en fait. Et moi, ils sont bien en Ardèche, le reste de ma famille. Ouais, c'est ça, chacun sa vie aussi dans son pays, quoi. Oui, c'est ça, c'est que en fait, moi j'ai eu envie de partir parce qu'en fait, je sais même pas si c'était vraiment l'envie de voyager qui m'a donné envie de partir, c'est plus l'envie d'apprendre l'anglais, l'envie de découvrir une nouvelle culture. Je voulais me confronter aussi à des situations nouvelles, sortir de ma zone de confort. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mes réseaux, mais j'ai grandi en fait dans un petit village où ma famille a une entreprise, sont artisans, donc j'ai toujours pu profiter de leur réseau. J'ai toujours pu profiter des gens qui connaissaient en disant bon je cherche ceci ou cela, je sais qu'on va avoir une connexion et que ça va faciliter mes demandes en fait, quelles qu'elles soient, et j'avais ce besoin de voir si je pouvais me débrouiller toute seule. Comment j'allais réagir si j'étais dans un endroit où je connaissais personne? Est-ce que j'allais être capable de reconstruire un cercle, un réseau? Donc c'est pas vraiment le voyage qui m'a poussé à partir, c'est plus que je voulais me prouver certaines choses et que je voulais découvrir une autre culture. Et apprendre l'anglais. Parce que l'anglais, avant que j'arrive, c'était pas ça. On a du mal à y croire aujourd'hui parce que maintenant j'ai plus de problèmes, je m'en sors très bien. Mais on est parti de très très loin. Donc d'ailleurs, si vous écoutez et que vous dites j'ai pas envie de partir, donc que ce soit au Canada ou ailleurs, parce que je me débrouille pas bien en anglais, c'est pas un frein en fait. C'est juste que ça va demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts et de sortir de cette zone de confort. Mais en fait, c'est complètement possible. Vraiment, j'aimerais avoir enregistré des vlogs à l'époque, ou enregistré des moments où je parlais, pour pouvoir partager en fait vraiment le niveau avec lequel je suis arrivée. Parce que on partait de très très loin. Mais alors comment ça s'est fait toi le Canada? Alors moi, le Canada, en fait, ça faisait 2 ans que j'étais commerciale dans une entreprise en France, et je savais en fait que au bout de 3 ans, il allait falloir me trouver une autre option parce que j'avais pas de possibilité d'évolution. Je travaillais pour une entreprise qui était leader dans son domaine. J'étais dans le bâtiment, j'adorais ce que je faisais. Sauf que les options en fait pour aller à la concurrence, elles étaient limitées parce que j'avais pas envie de quitter cette entreprise-là pour partir dans une entreprise qui était moins bien. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire?
Et la petite voix de mes 16 ans est revenue en disant, ok, t'es pas partie en tant qu'étudiante. Plus tard, je m'étais renseignée pour partir en tant que jeune fille au pair, mais à ce moment-là, j'étais dans une relation, autant te dire que ça lui a pas trop plu de voir ça dans la boîte aux lettres, mais j'ai pas sauté le pas du coup, à ce moment-là, mais quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai pris encore 2 ans, ça m'a pris encore 2 ans après ma séparation, et là, je me suis dit, et oui, parce que je venais d'avoir ce boulot que je voulais vraiment, où j'avais bataillé pendant 1 an pour l'avoir, et je me suis dit, bon, c'est pas le moment, et je crois vraiment beaucoup que chaque chose arrive quand c'est supposé arriver aussi. J'ai passé 1 an au Canada, je suis rentrée 18 mois. Je suis revenue au Canada. Et les choses qui se sont passées pendant ces 18 mois en France, elles ont du sens, elles m'ont aidé à développer encore plus qui je suis aujourd'hui. Des choses qui sont passées personnellement, dans ma famille. Donc en fait, je pense vraiment que chaque chose arrive pour une raison, que si ça prend un peu plus de temps, c'est qu'il te faut un peu plus de temps pour mûrir le projet, un peu plus de temps pour mettre en place les choses. Donc je suis pas du tout du genre à me dire oh là là, ça a pris trop de temps. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand je prends moi mon exemple, si j'ai eu envie de partir, bon, déjà évidemment, j'étais comme toi, j'avais baigné dans la culture. Je sais pas, je vais les citer, Gossip Girl, les frères Scott, oui. tout ça. Et en fait, je suis partie en voyage à New York plus tard, donc j'étais avec mon copain à l'époque. Et je sais pas, à ce moment-là, je me suis dit, purée, mais faut vraiment que je revienne en Amérique du Nord, mais genre pour y vivre, quoi. Puis après, tu sais, on a commencé à mûrir le projet, donc nous, du permis vacances-travail au Canada. Et en fait, donc on s'est inscrit dans le bassin quand ça a ouvert. Donc c'était en décembre 2019. Et donc en février 2020, donc un mois avant le grand confinement, j'ai été tirée au sort. Genre le truc improbable. En fait, moi, je m'étais inscrite en me disant, allez, pourquoi pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu que j'avais cette invitation, je me suis dit, merde. Ah oui, oui, ça devient réel. Ah non, je vais devoir partir. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Alors, est-ce que vous en aviez parlé autour de vous ou c'était seulement un projet entre vous? Je crois quand même que oui, on en avait parlé déjà, mais vraiment rapidement, genre entre la poire et le fromage, un repas de famille, tu vois, voilà. Et en fait, les gens nous avaient regardé en mode, ouais, ok. Parce que je pense qu'ils croyaient pas, tu sais, qu'on allait vraiment le faire, qu'on allait vraiment partir. Ah non, mais moi, c'était pareil, hein. Ah ok, en même temps, bon, c'est un peu embêtant, et en même temps, bon, de toute façon... Il y a tellement peu de chances que ça arrive que... Voilà, enfin, je sais pas, c'est vraiment très bizarre. Oui, mais ça a été... alors, moi, je l'ai fait, du coup, ma demande en février 2014 pour le permis vacances-travail. Sauf que c'est l'année où c'est passé des demandes papier ou demandes en ligne. Donc, avant, ça se faisait... ça ouvrait toujours en novembre. Là, en novembre 2013, ça a pas ouvert parce que ils étaient pas prêts au niveau du service en ligne. Donc, ça a été repoussé à février. Sauf que tous les mois, on attendait en disant, bon quand c'est que ça va ouvrir, j'étais prête, j'avais tous mes papiers. Sauf que les personnes avec qui j'en avais parlé en septembre ou octobre en disant ça va ouvrir en novembre, j'en ai plus parlé après. Parce qu'il y avait rien à dire en fait. C'était le gouvernement qui avait pas encore ouvert les demandes. Enfin, moi en tant que Astrid Moulin, je pouvais absolument rien faire. Donc j'ai arrêté d'en parler. Et en fait, quand j'ai fait ma demande et que je l'ai eue, j'ai des copains qui m'ont dit mais tu nous en as plus parlé, donc on pensait que voilà, c'était un projet en l'air et puis que ça allait pas aboutir, quoi. Ah non ah, c'est très mal me connaître. J'étais vraiment déterminée à l'avoir. Après, c'était un tirage... À l'époque, en 2014, c'était premier arrivé, premier servi. Donc on devait se connecter en ligne. Je me souviens. C'était horrible. J'avais une copine qui justement voulait le faire parce que son mec était déjà en fait à Québec. Et je me souviens qu'elle était devant son ordi comme une malade avec tous ses papiers à attendre que ça ouvre. Ben voilà, c'était moi. Mais n'empêche que j'ai réussi à l'avoir par miracle, hein, parce qu'ils avaient fait, pour ceux qui... Un peu de contexte, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, ça a duré seulement 2 ans. Hein, ils se sont rendus compte quand même que c'était très chaotique. En fait, il y avait 3 dates. Et ils nous disaient, par exemple, c'était... il y avait 1er février, 15 février, 1er mars. À 16h, fallait être en ligne, heure française. Et il fallait essayer de se connecter. Et là, si on arrive à se connecter, comme en fait pour les concerts, un petit peu comme... mais du coup, oui, ça peut planter, quoi. Enfin, ça peut être un cauchemar. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que les serveurs, ils ont pas tenu. Donc, ça a été une catastrophe. Puis, c'était pas très juste non plus. Par rapport à maintenant où tout le monde est dans le bassin, on est tiré au sort... ça laisse la même chance à tout le monde. Et là, c'était un enfer. Moi, j'ai pensé que c'était ma faute au début, que c'était ma connexion qui avait un problème. Et à l'époque, c'était Facebook qui était vraiment le réseau où on communiquait tous. Et j'ai vu que tout le monde avait le même problème. Et je me suis dit, waouh,
ok. Et j'ai réussi à l'avoir la deuxième fois, au deuxième essai, et voilà, c'était vraiment très très compliqué. Mais par contre, voilà, si je te posais la question de savoir si vous en aviez parlé à d'autres personnes ou pas, c'est que aussi, une fois qu'on a partagé ça à l'extérieur de sa bulle, ça devient aussi réel. Et là, c'est plus difficile aussi de dire, en fait, non, on va pas le faire. Je suis d'accord parce que en plus on va te renvoyer la figure, oui, de toute façon on ne se sentait pas vraiment capable, on ne se sentait pas Voilà. prêt, des trucs assez violents. Et c'est vrai que maintenant que tu dis ça, je me rappelle qu'effectivement, comme ma grand-mère, on lui a dit, et en fait, clairement, elle a ri en me regardant en disant mais tu feras jamais ça, enfin tu peux pas faire ça. Et c'est vrai que maintenant que tu dis ça, effectivement, c'est vrai que ça pourrait être compliqué quand on fait une sorte de machine arrière entre guillemets. Oui. Et alors que pour ceux qui écoutent aussi, il n'y a aucun mal à se rendre Non, compte oui, bien qu'une sûr, fois, voilà. évidemment. Non, mais voilà, je pense qu'on est toutes les deux d'accord là-dessus, mais vraiment pour être sûr qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de l'entendre, c'est qu'en fait, c'est pas grave. C'est pas grave de dire, non, finalement, j'ai essayé, et maintenant que ça devient plus concret, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas le bon moment dans ma vie, ou c'est pas... En fait, il y a plein de raisons, toutes les raisons, elles sont valides, mais il faut pas se bloquer parce que d'avoir peur de la réaction des autres, parce que à la fin de la journée, il faut toujours se dire que... Je me dis toujours ça, c'est une des choses que je me dis toujours, c'est la seule personne avec qui je vais passer toute ma vie, c'est moi. Donc le plus important, c'est que ça soit en accord avec ce que moi j'ai envie de faire, quoi. Ouais, complètement. Complètement d'accord. Et puis, c'est vrai que pour rebondir aussi sur l'histoire de l'annonce, pas annoncée, etc., nous, comme on a eu le Covid, le confinement, donc plus de nouvelles du gouvernement canadien, normalement, tu sais, oui. t'as 10 jours pour accepter, t'as 30 jours pour faire tes données biométriques, bah là, Oui. plus de messages, plus rien, tu sais pas si c'est encore valable, tu sais pas. Voilà, personne ne savait. Alors sur les groupes, c'était le chaos. Ça a été tellement strict. Ah ouais, c'était vraiment très bizarre. Et donc en fait, c'est vrai que là, après, la famille s'est dit, en fait, je pense d'elle-même, bon bah voilà, ils vont pas le faire. Sauf que du coup, nous, on a continué à faire les choses quand on a pu. En gros, pour donner notre idée aux gens, j'avais été tirée en sort en février. Donc on était parti sur le principe que mon conjoint serait mon conjoint de fait, donc il pourrait aussi avoir un permis de travail ouvert. Enfin au départ un statut de visiteur à l'arrivée. Et ensuite, tu vois en fait les centres de biométriques ont réouvert qu'en octobre. Donc ça laisse quand même du temps entre février et octobre où on savait pas trop quoi faire. En fait. Oui. Donc là on disait plus rien, on n'en parlait plus à personne. Et en fait le jour où on a vu que les centres étaient réouverts et qu'on pouvait reprendre des créneaux, alors là, mais c'était la danse de la joie. On s'est booké une journée à Paris pour aller à Clichy, là, faire les données, mais sans savoir, tu vois, parce que quand j'ai demandé à la dame, on peut refaire les données biométriques, c'est que vous réenvoyez les comment ça s'appelle déjà ? La lettre d'introduction, vous envoyez la lettre d'introduction, etc. Et puis elle disait, non, on sait pas. Enfin, c'était super étrange, tu vois. Donc en gros, on faisait on faisait quand même les empreintes, mais on sait pas. Mais vous avez bien fait. On a bien fait quand même, parce que ce qui s'est passé, c'est que finalement, octobre, je fais mes données, et puis janvier, alors là, on a eu un gros moment de down, on s'est dit, ok, on abandonne, on reçoit toujours pas de lettre depuis octobre, il y a un moment, faut passer à autre chose. Donc moi, je commençais à chercher un poste en France, parce que j'avais fini mes études l'année d'avant. Et en fait, je savais pas si je prenais un travail ou pas, puisque j'allais peut-être partir, donc bon, là, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un travail, mon conjoint allait peut-être changer de travail aussi, et j'en étais dans une autre dynamique, vraiment. Et là, un matin, je reçois un email de Gouvernement Canada, comme quoi j'ai reçu ma lettre d'introduction. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelqu'un qui se fout de ma gueule là-haut. Parce que le jour où je décide de renoncer pour de vrai, je reçois ce précieux sésame, tu vois. Et c'est vrai que c'est fou. Enfin, la vie, c'est dingue. Là, tu vois, on n'a rien dit à la famille. Ouais. On a tout fait sans rien dire jusqu'au jour où je trouvais un emploi parce qu'avec le Covid, tu pouvais plus rentrer comme ça. Tu pouvais plus arriver avec ta lettre. Bonjour, je voudrais mon permis. Là, tu fais plus ça. Là, t'arrives. Bonjour, j'ai un emploi qui m'attend. Donc il fallait trouver un emploi à distance. Donc il y a aussi cette chose-là. Alors j'ai trouvé je pense en 10 jours. Ah waouh. Alors qu'en France, je trouvais pas. Ouais, puis il y avait un gros manque de main-d'œuvre, parce que le problème, c'est que le Canada, c'est une terre d'immigration et que le Canada compte beaucoup sur les immigrés et que quand tu fermes la porte, il n'y a plus personne en fait pour travailler, quoi. Mais c'est ça, et puis je sais pas toi là en ce moment en Ontario, mais ici, ça s'arrange pas du tout. Il manque de main-d'œuvre de partout. Hein. Énorme. C'est incroyable. Les portes ont été fermées pendant tellement longtemps que là, on peut pas rattraper autant de retard comme ça. Surtout que les gens qui travaillent dans des secteurs qui ont été impactés, comme la restauration, c'est des gens qui en ont profité qui ont saisi l'opportunité parce qu'ils avaient pas le choix, pour se réorienter aussi. Donc t'as plein de personnes qui retourneront pas dans les emplois qu'ils avaient avant. Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est incroyable ce qui se passe. Et puis c'est vrai que, je sais pas, t'en parles sûrement peut-être aussi à tes proches en France qui sont hyper étonnés et puis super contents pour nous qu'on soit dans cette dynamique-là, on va dire. Oui, Parce oui. que pour le coup, nous, si on perd notre emploi, on en retrouve quand même très Oui, facilement derrière, quoi. Enfin, faut vraiment pas le vouloir, quoi, pour pas ouais, travailler voilà. ici. Mais même avant la pandémie, hein, moi j'ai perdu, enfin je me suis fait licencier 2 fois parce que au Canada enfin en Amérique du Nord c'est C'est monnaie courante. voilà, je n'avais Moi rien fait de aussi, mal, j'ai voilà. refait les frais en 1 an et demi. Voilà. Pareil. Et en fait, j'avais retrouvé un boulot assez rapidement, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose à dédramatiser. J'en avais parlé sur YouTube et sur mon blog. Il faut y être préparé parce que ça peut arriver, mais à dédramatiser parce qu'en fait, c'est peut-être pas le job de nos rêves qu'on va retrouver tout de suite après, mais on va retrouver quelque chose qui va nous permettre de payer les factures et de rebondir. Donc voilà. Oui, c'est ça. On pourra toujours retrouver quelque chose en attendant de vraiment avoir par la suite le poste qui nous plaît vraiment. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, alors ce que tu dis est très intéressant justement par rapport à ça, parce que il y a aussi ce que je vois souvent sur Insta, plein, je sais pas, mais des comptes de personnes qui disent oui, ici, tu trouves un travail du jour au lendemain, tu changes comme tu veux, tu négocies, nanana. Et quand même d'autres personnes qui vont dire oui, il y en a marre de ces personnes-là qui vendent du rêve aux Français, l'Eldorado, etc. Toi, tu vois ça comment? Parce que je pense que toi aussi, tu dois voir des trucs comme ça passer parfois sur Insta. Alors en fait, moi je leur dis oui, il y a du travail, il n'y a pas de problème parce que comme tu dis, si tu veux pas travailler, c'est quand même que tu cherches pas trop parce que t'as du travail. En fait, tu trouveras toujours un boulot que j'appelle pas qualifié. C'est que tu pourras travailler dans un call center par exemple pour répondre aux appels, l'appel le suivi clientèle. Tu pourras travailler dans un restaurant ou dans un bar. Ce qui est, quand je dis pas qualifié, c'est que c'est pas qualifié pour la résidence permanente des fois. Alors dans les call centers, oui. C'est des catégories particulières. Voilà, mais par contre, c'est des boulots où il faut quand même des compétences, hein, parce que quand je vois les serveurs et les serveuses, leur agilité, autant te dire que je suis pas sûre d'en être capable, donc c'est vraiment pas pour diminuer les gens qui font ça que je dis ça, c'est vraiment que c'est pour dire que c'est pas l'emploi que tu recherches peut-être. Moi, quand je me suis fait licencier de mon boulot la première fois, j'ai été dans un call center dans une banque, j'avais aucune affinité avec cet emploi-là. C'est pas quelque chose que j'aurais choisi. Par contre, ça m'a rassurée parce que j'ai continué à faire rentrer de l'argent en cherchant autre chose. C'est ça. Donc ça, il y a pas de problème. Il y a des jobs comme ça. Ce qui est plus difficile à trouver, c'est des jobs qui sont qualifiés, des jobs qui sont dans votre domaine. En fait, l'emploi qu'on a envie d'avoir, il est moins facile à trouver. Après, il y en a qui vont dire oui, mais j'ai trouvé facilement, machin. Après, c'est aussi une histoire de chance, hein, d'être là au bon moment. Complètement. D'avoir le profil qui correspond, que ça ton secteur d'activité. Hein. Voilà, et puis ça dépend aussi parce qu'on a tous en fait des choses qui sont non négociables et des choses qui sont négociables. Il y a des gens qui vont vouloir à tout prix travailler dans un domaine. Alors c'est sûr que ça va être plus difficile parce que suivant l'état de ce domaine-là, il y aura plus ou moins de gens qui chercheront ou qui proposeront des postes, mais il y a des gens qui pourront plus facilement se dire moi je m'en fous, c'est ce type de poste que j'aime, peu importe l'industrie, que je travaille dans un truc fun ou qui travaille dans la finance ou dans le divertissement, je m'en fous tant que c'est le type de boulot que je fais. Donc ça déjà ça fait une grosse différence parce que moi par exemple j'étais commerciale, je m'en foutais de savoir ce que je vendais. J'aimais vendre, j'aimais le rapport avec les gens, j'ai travaillé dans le bâtiment, mais tu m'aurais demandé de vendre autre chose. Si le produit me parle, et en tout cas qui me plaît, voilà, j'ai pas... Après, bien sûr, j'ai des domaines qui m'intéressent pas du tout, mais je pense que la partie la plus importante, c'est la flexibilité, parce que il y a des gens aussi qui vont être prêts à prendre un job qui paye moins, en se disant, ça me fait ma première expérience, ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet de m'améliorer. Et il y a des personnes, non, absolument pas, tant que c'est pas le salaire que je veux, je le prendrai pas. Et moi, je suis plutôt dans l'équipe des gens où je me dis, il vaut mieux être flexible, que aussi de ne pas tout avoir tout de suite. Ça fait partie de la vie, de toute façon c'est comme ça, on n'a pas tout de suite, mais quand j'ai eu plusieurs conversations avec des gens qui sont arrivés récemment, et où les gens veulent avoir tout de suite le meilleur appart, vivre toute seule. Alors, pour ceux qui connaissent pas, les prix à Toronto, c'est très très cher. Donc, vivre toute seule, c'est un petit peu un luxe. Je l'ai fait pendant 4 ans et demi. Et là, on a emménagé ensemble, ça fera 2 mois. Donc,
Donc gros, ouais, 1er octobre. Donc gros changement au niveau budget, hein, de partager, évidemment. Donc voilà, des gens qui veulent avoir l'appart tout seul, qui veulent avoir le meilleur boulot. Et en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, je leur dis, quand vous comparez à des gens qui partagent en ligne comme moi, par exemple, je prends mon exemple, vous pouvez pas comparer votre vie en 3 mois après être arrivé avec quelqu'un qui est là depuis plus de 8 ans. Forcément, on n'a pas passé les mêmes étapes, mais ensuite, je suis contente de pas avoir trouvé un boulot direct avec plein de responsabilités, parce que j'avais besoin d'avoir un boulot plus simple, on va dire, pour pouvoir développer mon anglais, pour pouvoir me familiariser avec les codes sociaux ici, les codes au travail, sans avoir en plus la pression du résultat au travail. Et je me dis, je vois ça, j'adore les images et je suis hyper visuelle, donc je me dis en fait qu'on a toujours on a la même énergie. Enfin, je veux dire, l'énergie, il faut la partager. Ton temps, tout ce que t'as à donner à ce moment-là. Tu peux pas tout mettre sur la même chose, et si tu arrives et que tu as, disons, 100% d'énergie, tu vas pas pouvoir être à 100% sur les résultats au travail, à 100% sur développer ta vie sociale, 100% développer ton anglais, 100% t'approprier la ville. Il va falloir que tu partages tes 100%. Faut choisir. Voilà. Et j'avais fait une vidéo là-dessus sur pourquoi vous devriez commencer par un job qui a en dehors de votre domaine et qui a pas de responsabilité, parce que j'étais contente d'être vendeuse en magasin au début. Je faisais mes heures et hop, j'avais fini à 5h, ou enfin non pas à 5h parce que j'étais en magasin, donc c'était plutôt 21h ou 22h, mais j'avais que ça à penser après. Quand j'avais fini, c'était maintenant je suis Astrid, la nouvelle arrivante. Je vais visiter, je vais rencontrer du monde, je vais sortir, je vais améliorer mon anglais, et j'avais pas le stress de me dire est-ce que ce dossier il est fini? Est-ce que j'ai renvoyé ça à ma boss? Est-ce que Non. J'avais vraiment une séparation, et je pense que c'est important, et j'en ai discuté avec d'autres personnes qui ont des jobs à responsabilité et qui disaient vraiment que les moments où ils avaient été le plus zen, c'est quand ils avaient des boulots justement comme ça, où il n'y a pas de responsabilité. Mais c'est génial ce que tu dis, parce que, en fait, moi, je suis tout l'inverse. C'est-à-dire que je suis arrivée il y a 1 an et demi et que je ne bosse que dans mon domaine d'activité, le même que j'avais en France. Donc moi, c'est le marketing digital. Et en fait, tu vois, moi, j'ai eu que des postes comme ça. Aujourd'hui, là, j'ai un poste à plutôt grosse responsabilité. Et justement, c'est drôle que tu parles de dossier machin, parce que moi, là, tout à l'heure, il y a pas 1 heure, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire des trucs. Et que en fait, je vais peut-être rallumer mon ordi après, tu vois, pour Voilà. au moins faire quelques petits trucs. Et donc, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, les deux peuvent quand même fonctionner. Dans le sens où, oui, exactement, pour la tranquillité d'esprit, je suis d'accord, quand tu viens d'arriver, pas avoir trop de responsabilités, c'est vrai que, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, voilà, ça n'empêche pas aussi, mine de rien, même quand on vient d'arriver, de trouver quand même dans notre domaine. Peut-être que j'ai eu aussi de la chance, peut-être que au Québec, c'est plus facile, parce que t'as pas la barrière de la langue. C'est ça aussi, ouais. Donc, t'as moins peur d'aller dans un poste avec beaucoup de responsabilités et te dire, mince, en plus, je vais rien comprendre à ce qu'on va me dire. Oui, parce que ça, c'est une grosse part aussi d'être dans une ville anglophone, c'est que te dis, mais moi, j'aurais en fait... peur. Enfin, j'oserais peut-être pas postuler à des postes de mon niveau actuel si j'allais en Ontario, quoi. Oui, puis de toute façon, on va pas se mentir, hein, ça les intéresserait pas, hein, parce que si t'as pas quelqu'un qui se débrouille bien en anglais, enfin, quand tu viens d'arriver, même, à part si t'as déjà vécu dans un pays anglophone, il y a quand même très peu de gens qui sont, même si en fait t'es très très bon en anglais, pour communiquer, par exemple, en vacances, on va dire, ou sur internet, tu discutes avec des gens de partout, ok, mais en fait, il y a une grosse différence après à être capable de tenir une conversation professionnelle, et encore plus, par exemple, de mener une réunion, parce que moi, ça m'a mis vraiment énormément de temps d'être à l'aise en réunion, et encore, maintenant, les gens avec qui je travaille, c'est tout en ligne, donc c'est déjà beaucoup moins intimidant qu'être dans la même salle de réunion, donc maintenant j'ai aucun problème, je fais des présentations tous les mois, j'ai pas besoin d'avoir un script, du moment où je sais de quoi je parle, je suis à l'aise, mais encore une fois, moi je passe toute ma vie en anglais maintenant, parce que la personne avec qui je vis parle anglais, donc en plus. Voilà, donc moi mon niveau d'anglais a pris un sacré coup de boost depuis que je suis avec lui, mais il y a voilà ce côté-là. En fait, c'est surtout que je veux juste dire aux gens qui se mettent une pression énorme sur le boulot, que c'est pas grave en fait de commencer par quelque chose qui est en dehors de notre domaine, qui est moins qualifié. C'est juste un petit détour, et puis on va apprendre des choses, et puis après hop, on repart dans l'autre sens, et puis on fait autre chose. Et ici, il n'y a pas de... En France, on peut avoir un peu ce problème de tu as fait ce type d'emploi, tu vas toujours devoir faire ce type d'emploi. Ici, du moment où on peut expliquer, si par exemple on nous demande pourquoi vous bossez dans la finance, pendant 6 mois, vous avez pris un boulot dans un café. Pourquoi vous avez pris un boulot dans un café? Pourquoi vous avez quitté votre domaine
pourquoi vous voulez revenir maintenant? Ben voilà, j'avais besoin de prendre 6 mois pour moi, pour savoir ce que je voulais, j'avais envie d'avoir moins de responsabilités, j'avais envie de me recentrer sur moi, ou j'avais envie de passer du temps avec ma famille, ou j'ai repris des études à côté. En fait, il n'y a pas de stigmatisation autour d'un changement de voie, parce que je pense qu'il y a un peu plus de compréhension sur le fait que la vie, elle est pas toujours toute droite, et qu'il y a des moments dans la vie où on va se dire là, c'est trop pour moi, ou j'ai envie de passer plus de temps à faire autre chose, et que c'est pas parce que il y a des gens qui arrivent à avoir une carrière sans stop, sans problème, que ça devrait être le cas pour tout le monde. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément ici, parce que il y a un peu moins de pression en fait sur le fait que des fois on peut juste dire j'ai besoin de 6 mois pour moi. Mais forcément, encore une fois, c'est pas l'envie de vendre du rêve, mais c'est vrai que sur ce côté-là, oui, ici, on reconnaît, enfin, on est plus dans tout ce qui va être équilibre, vie perso, vie professionnelle. Rien que le rythme aussi de travail, les horaires, bon, pas quand tu travailles en magasin, mais quand tu travailles dans des bureaux, c'est quand même ça change énormément de ce qu'on peut avoir en France. Moi, je sais que ça m'a fait du bien, enfin, énormément de bien dans ce sens-là. Parce qu'en France, j'avais eu que des expériences en alternance en tant qu'étudiante. Donc, oui. Voilà, je pense qu'on va pas s'étaler là-dessus, mais c'est vrai que ça m'a fait un bien fou de voir autre chose, de voir comment ça se passe ici, quoi. Oui, c'est intéressant. Aujourd'hui, on m'a posé la question. On m'a dit, qu'est-ce que tu préfères? J'avais un rendez-vous, la personne avec qui je discute, elle me dit, bon, vu que tu reviens juste, qu'est-ce que tu préfères? Je dis, mais en fait, il y a nulle part où c'est parfait. Je lui dis, parce que si tu me parles du rythme de vie, enfin, de la nourriture et de l'appréciation pour les bonnes choses, je lui dis, mais la France, mais à 1000%. Là, 1000%, c'est l'accès aux bons produits est beaucoup plus simple. Je dis, mais par contre, et l'exemple que je lui ai donné, c'est ça, je lui dis la vie au travail, je préfère 1000 fois la vie au travail ici, parce que j'ai l'impression d'avoir une collaboration avec les gens avec qui je travaille, alors qu'en France, j'avais plus l'impression que mes employeurs, ils me rendaient un service. Et que si j'étais pas contente, il y avait 10 personnes, 15 personnes ou 20 personnes qui attendent à la porte. Donc la valeur que tu donnes à ton employé, elle est pas géniale, quoi. Et en fait, tu lui dis, si t'es pas content, il y a 15 personnes qui peuvent faire la même chose que toi. Alors qu'ici, c'est, ok, qu'est-ce que tu m'apportes comme valeur? Qu'est-ce que moi, je peux t'apporter en tant qu'employeur? Comment on peut collaborer ensemble? Donc c'est plus... En tout cas, moi, ça correspond plus à ce que je recherchais, et ça me rend plus heureuse et plus épanouie dans ce que je fais. Donc c'est quand même une très très bonne raison de rester. Parce que on cherche tous à être heureux et être épanoui. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours rose, parce que on peut se faire licencier. Enfin, moi, je suis arrivée à 9h un jeudi matin. À midi, je n'avais plus d'emploi, et ça faisait 1 an et demi que j'y étais. Et voilà. Après, je me suis dit, c'est que ça devait se passer comme ça. J'avais eu ma RP, ma résidence permanente, 2 mois avant. Donc, on était vraiment... Ça, c'est bien. Voilà, mais je me suis dit, ça aussi, ça fait un moment que tu voulais faire autre chose, c'est le destin qui te met un coup de pied. Mais après, tout le monde n'a pas cette facilité que j'ai, moi aussi, à voir le bon côté des choses. Oui, après, c'est la nature des gens aussi. Puis bon, après, une fois que... en tout cas, moi, j'en ai eu plusieurs, il me semble que toi aussi. Une fois que tu en as eu une, que tu as vu ce que c'était, la deuxième, ça devient presque casual. Ah oui, non, parce que la première, j'étais en panique, parce que je savais pas comment ça allait... Ça sonne un petit coup, quand même. Ça sonne un peu. Oui, puis moi, je suis arrivée, j'étais toute seule, et donc je me dis... Mais attends, je paye comment mon loyer? Et ma coloc, à l'époque, quand même pour vous montrer à quel point ici ils sont hyper zen par rapport à ça, et en tout cas, peut-être pas zen, mais comme quoi c'est pas un échec pour eux. Ma coloc, c'était donc, ses parents étaient propriétaires de l'appartement, donc je payais mon loyer à ses parents. Elle m'a dit, je rentre, je lui ai dit, j'ai plus de boulot et tout, ils m'ont licencié, enfin... dans tous mes états, évidemment. Elle me dit, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir te reposer un peu. Je lui ai dit, mais attends... Le repos, ça paye pas mon loyer, Et mon loyer, je le paye à tes parents, donc à un moment donné, je lui ai dit non, mais attends, j'ai pas besoin de me reposer, j'ai besoin de travailler là. Et elle m'avait dit non, mais si vraiment, je vais parler à mes parents, je vais les prévenir, et puis voilà. J'avais trouvé en fait sa façon de réagir, j'avais beaucoup de mal à comprendre à l'époque, parce que c'était la première fois que je vivais ça. Et en fait, j'ai compris que c'est juste que c'est pas un échec pour eux, c'est bon, cette phase-là de ta vie professionnelle est terminée. Prends 5 minutes pour réfléchir, c'est l'occasion et puis de trouver autre chose. C'est exactement ça. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est déjà la fin de la première partie de cet échange avec Astrid. J'espère qu'il vous a plu, car dès mercredi, on se retrouve pour la suite qui va être un petit peu plus intense. Avec Astrid, on vous parle de nos premiers pas au Canada, les hivers longs auxquels on ne pense pas à se préparer, la sociabilisation qui n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser.
En attendant, n'oubliez pas de laisser des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et bien sûr à vous abonner au compte Instagram Frenchies autour du monde et il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi.